Le 5 septembre 2012, un parking isolé en Haute-Savoie près de Chevaline devient le théâtre d'un des meurtres les plus mystérieux et choquants récemment en France. Dans cette scène de crime violente et choquante, 4 personnes sont froidement abattues et un cycliste de passage se retrouve pris dans cette fusillade. Qui a commis ce crime ? Pourquoi ? Et pourquoi cette famille apparemment sans histoire a-t-elle été prise pour cible de manière aussi brutale ? Découvrez avec moi les détails de cette affaire énigmatique qui, après plus de 10 ans d'enquête, continue de déstabiliser les autorités et les personnes qui s'y intéressent. Plongeons-nous dans cette affaire pleine de mystères et de rebondissements. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, je me suis un petit peu exécuté face à vos demandes, étant donné que l'affaire de Chevaline est une affaire qui nous a énormément été suggérée plusieurs fois. Nous la repoussions et nous la repoussions encore et encore. Aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire un script dessus et de vous raconter ce qui s'est passé. J'ai pris les sources sur plusieurs médias et je me suis aussi beaucoup inspiré de ce qui a été écrit sur Wikipédia qui, je trouve, a très bien retracé l'affaire. J'ai évidemment vérifié ce qui était dit à travers des articles qu'on pouvait trouver en ligne. Cette vidéo risque d'être un réel casse-tête, donc restez très bien jusqu'à la fin et essayez d'écouter le plus attentivement possible tout ce que je vais vous raconter. Et si je regarde par là, c'est pour les dates, les noms et les faits. Tout ceci étant dit, j'espère que vous êtes contents de me retrouver pour cette nouvelle affaire. N'oubliez pas de liker et commenter. Et abonnez-vous si vous voulez faire grandir la chaîne. Sans plus tarder, nous rentrons dans l'histoire de la tuerie de Chevaline. C'est parti, bienvenue sur cette nouvelle enquête. L'histoire prend place en 2012, le mercredi 29 août. Une famille britannique, les Al-Hili, quitte la Grande-Bretagne à bord d'un ferry à 22 h en direction de Calais. Ce voyage marque le début de leurs vacances prévues en Haute-Saône, en France, avec un retour programmé pour le 7 septembre, donc une petite semaine plus tard. Ce groupe familial comprenait 5 personnes. Saad, le père et conducteur du véhicule, Iqbal, son épouse, Soualia Al-Alaf, la belle-mère de Saad et la mère d'Iqbal, ainsi que leurs 2 filles, Zainab âgée de 7 ans et Zina âgée de 4 ans. À leur arrivée en France, la famille s'installe à un camping, le Village Camping Europa, qui est situé sur la rive ouest du lac d'Annecy, dans la commune de Saint-Jorioz. Ce lieu n'est pas forcément une destination inconnue pour eux, puisqu'ils ont déjà séjourné à plusieurs reprises 2 fois dans le passé. Pourtant, bien qu'ils aient initialement réservé pour y passer une semaine complète, ils ont décidé de quitter cet endroit dès le lundi 3 septembre, alors que je vous ai dit qu'ils devaient y rester jusqu'au 7. Ils sont donc restés 2 jours et ils ont déplacé leur caravane dans un autre camping à environ 3 km. J'ai vu sur plusieurs sources 2,6. Ce nouvel emplacement s'appelle le Solitaire du Lac et se trouve également à proximité du lac d'Annecy. Un événement troublant marque le séjour. D'après un campeur qui a témoigné par la suite, Saad, donc le père de famille, aurait été vu en pleine discussion, très animé, avec un homme en costume. Cependant, les circonstances exactes de cet épisode demeurent encore floues aujourd'hui. Les témoignages divergent. Il y en a beaucoup qui disent que cet échange a été le 4 septembre au camping Le Solitaire du Lac. Il y a d'autres personnes qui disent que c'était dans le précédent camping, donc dans le Village Camping Europa, le 2 septembre. Donc vous voyez, en fait, on a pas mal de versions et c'est pour ça que cette histoire est un véritable casse-tête. Le mercredi 5 septembre 2012, William Brett Martin, âgé de 53 ans, un ancien membre de la Royal Air Force,
entreprend une randonnée à VTT sur le chemin de la Combe-d'Ir. C'est un homme qui est originaire du Sussex et il possédait, et possède certainement toujours, une maison de vacances dans cette région. C'est quelque part niché dans les hauteurs du lac d'Annecy, dans la commune de Chevaline. Mais vraiment un endroit assez touristique, paradisiaque quoi. Lors de sa sortie, vers 15h15, il est dépassé par un autre cycliste qui, on l'apprendra plus tard, sera Sylvain Mollier. Peu de temps après, le cycliste, donc le premier, William, croise un véhicule, un 4x4 d'une couleur assez sombre qui est suivi encore une fois, quelques temps plus tard, d'une moto. Le cycliste continue son trajet et un peu avant 15h45, donc une demi-heure après, il arrive sur une scène qui allait bouleverser le cours de sa journée, mais aussi le cours de l'histoire de Chevaline. Il s'approche d'un petit parking à proximité de la route forestière et William a d'abord cru être le témoin d'un accident banal de la route, donc tragique mais quelque chose qui peut arriver. Il aperçoit une voiture, une BMW série 5, immatriculée du Royaume-Uni, comme je vous l'ai dit, la famille vient de Grande-Bretagne, et on voit également un cycliste étendu au sol. On voit une fillette qui est en train de tituber le long du chemin qui est tombée devant les yeux de William. Intrigué et inquiet, il s'avance, il essaye de comprendre ce qu'il se passe. Cependant, en s'approchant davantage, il comprend rapidement qu'on n'était pas sur un accident. Le cycliste qu'il avait croisé était en train de giser sans vie. Et à l'intérieur de la voiture, donc à l'intérieur de la BM, le moteur tournait encore, les roues étaient en train de patiner sur place et il remarque des impacts de balles sur le côté conducteur ainsi qu'une odeur de brûlé qui s'élève dans l'air. Il comprend rapidement la gravité de la situation et il fait au mieux pour essayer d'évaluer les dégâts. D'ailleurs, il a même brisé la vitre de la voiture pour couper le moteur et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'explosion ou peu importe, parce que ça sentait très fort le brûlé. Ce qu'il découvre ressemble, selon les propres mots qu'il a dit d'ailleurs, à une scène de film d'Hollywood. Il dit, je cite, « du sang répandu et des blessures visibles causées uniquement et forcément par des tirs ». Je vous rappelle qu'on a une fillette aussi qui était en train de tituber, qui est tombée devant lui et qui était toujours en vie. Donc il a voulu agir rapidement pour la fillette. Il l'a mis en position latérale de sécurité pour essayer de lui porter secours. Et il a aussi déplacé le corps du cycliste qui était en plein milieu de la route pour éviter qu'il ne se fasse écraser. Ensuite, il est allé chercher de l'aide. Grâce à la plaque d'immatriculation du véhicule, les enquêteurs ont rapidement confirmé qu'il s'agissait de la famille Al-Hili, déjà bien connue dans la région pour leur récent séjour en camping. En redescendant du chemin de la Combe-d'Ir, William croise une voiture qui transporte des randonneurs. Ces derniers ont été alarmés par les explications et ils ont aussi contacté les secours à 15h44. Donc en gros, William, dès qu'il a croisé la voiture, la voiture, elle s'est dit « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est eux aussi qui ont appelé les secours. À peu près 20 minutes plus tard, vers 16h05, 16h03, les premiers intervenants arrivent sur place et découvrent la scène, l'horrible scène. Très vite, cet endroit est devenu vraiment important, c'est-à-dire qu'il fallait tout mettre sous scellé et essayer de retrouver le maximum d'informations, de preuves, de pistes, peu importe. Aux alentours de 18h, de nombreux gendarmes prennent position. On a des médecins légistes, on a des experts balistiques qui étaient justement là pour essayer de comprendre quelle arme aurait pu causer tout ceci. Et vous allez voir qu'on a justement trouvé. Et on avait aussi beaucoup de gendarmes qui étaient là de la gendarmerie nationale. L'objectif était clair, sécuriser la zone, collecter des indices et commencer les premières analyses. Un hélicoptère a également survolé les environs, probablement dans l'espoir d'identifier des suspects en fuite, de retrouver d'éventuels témoins. On était vraiment sur une tension ultra palpable dans cette zone qui de base est un endroit ultra calme et ultra touristique et qui ici est devenu le centre d'une affaire criminelle. Je vous l'ai dit, il était 18h et puis du coup les heures passent, la nuit commence à tomber et un nouvel événement bouleverse l'enquête. À 23h, un vacancier qui résidait dans le même camping que la famille Al-Hili a signalé aux enquêteurs l'existence d'une seconde fillette, apparemment absente de la scène. La révélation a donc provoqué une vague d'inquiétude. Où est cet enfant? Est-ce qu'elle est en danger? Qu'est-ce qui se passe? Les recherches se sont donc intensifiées pour essayer de retrouver cette petite fille.
Mais heureusement, près de 8 heures après, vers minuit du coup, les gendarmes localisent la petite. En fait, elle se trouvait dans la voiture où le massacre s'est déroulé, mais elle était cachée sur le plancher arrière du véhicule. Elle était blottie sur elle-même sous les jambes de sa maman qui était sans vie. Évidemment, elle était totalement terrorisée, elle est restée silencieuse pendant toutes ces heures et donc elle a échappé à l'attention des enquêteurs qui attendaient l'arrivée de la police scientifique pour évidemment explorer en détail l'intérieur du véhicule, ce qui est finalement normal sur ce genre de scène de crime, mais du coup c'est vrai que la petite elle a dû rester là pendant des heures et évidemment elle a été retrouvée saine et sauve mais en parfait état de choc. Je pense pas que parfait soit le mot mais vous avez compris. Donc là, je vous ai rapidement raconté les faits, ce que le cycliste William a trouvé, malheureusement en faisant justement sa sortie à vélo. Et je veux rentrer en détail sur la scène de crime pour vous expliquer il y avait qui ils étaient et qu'est-ce qui s'est passé finalement, enfin du moins ce qu'on a retrouvé sur la scène de crime. On a donc 3 membres de la famille Halili qui sont d'origine irakienne qui malheureusement ont perdu la vie dans ce drame. Saad, le père âgé de 50 ans, ainsi que sa femme Iqbal, 47 ans, qui elle est une dentiste suédoise, ont été exécutés. La mère d'Iqbal, donc la belle-mère de Saad, qui avait 74 ans et qui était venue de Suède exprès pour passer des vacances en famille, elle aussi a été tuée. On a rapidement vu que les victimes ont toutes reçu 2 balles dans la tête. Un mode opératoire macabre, mais qui je trouve est aussi méthodique. C'est-à-dire que c'est vraiment 2 tirs, 2 tirs, 2 tirs. On a aussi vu autre chose qui, je trouve, peut laisser penser que peut-être on voulait s'en prendre à Saad, le père. C'est que lui, il a eu 2 tirs dans la tête, mais il a aussi reçu en tout 5 balles. Donc, est-ce que quelqu'un voulait vraiment s'en prendre à lui? Question qui se pose. Je vous en ai parlé également, il y avait un cycliste qui était mort sur la route. Et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dit son nom. Je vous parle de Sylvain Mollier, qui est le cycliste de 45 ans, qui lui habitait dans la région. Il était en congé paternité, il profitait de sa sortie en VTT. Il a dépassé William et malheureusement, la violence du crime l'a frappé. Et je suis en train de me dire que si c'est William qui avait dépassé Sylvain, ça aurait été William qui aurait été tué et Sylvain qui aurait été témoin de la scène. Sylvain est un homme qui travaillait dans un atelier de production de la compagnie européenne de zirconium à Ugine, une entreprise qui appartient à un groupe nucléaire. Et lui, il a été tué et il a reçu 7 balles. Cependant, de mon avis, je pense que c'est vraiment la famille qui était visée, donc peut-être que le fait de l'avoir vu a créé un élan de panique et il s'est pris ses 7 balles, je sais pas. Les circonstances de son décès ont évidemment choqué tout le monde parce qu'il était connu ici, il habitait ici et on a eu ses obsèques qui ont lieu le 16 septembre en présence de ses proches et de ses collègues. J'en ai parlé également, mais au milieu de cette horreur, j'ai envie d'essayer de tirer un petit peu de positif. 2 enfants ont miraculeusement survécu. Zainab, qui était donc la fille aînée de 7 ans, qui a été gravement touchée, c'est celle qui titubait sur la route et que William a pris et a mis en position de PLS. L'agresseur l'a frappée violemment à la tête avec la crosse de son arme avant de lui tirer dessus. Elle a subi une fracture du crâne et il y a une balle qui a été jusqu'à son épaule et qui a traversé son épaule. Elle a été transportée d'urgence à un centre hospitalier. Elle a été opérée à plusieurs reprises, placée dans un coma artificiel, le but étant de stabiliser son état. Le 9 septembre, elle émerge de son coma. Ça marque donc le début de son long chemin de guérison et après plusieurs jours passés à l'hôpital, elle quitte l'établissement le 14, entourée de médecins, d'assistants sociaux, dont certains qui avaient été, qui ont fait le chemin depuis l'Angleterre pour veiller sur elle, parce que l'histoire du coup, elle s'est passée en France, mais l'Angleterre, on a aussi entendu parler vu qu'il venait de là, et on a pu la rapatrier vers un lieu secret en Angleterre où elle a continué à recevoir des soins dans le plus grand des silences, dans le plus grand des secrets et surtout pour essayer de faire en sorte qu'elle s'en sorte. Mais c'est pas tout, on a aussi Zina, la cadette qui elle avait 4 ans et qui a été laissée indemne physiquement mais qui évidemment, comme je vous l'ai dit, a été profondément choquée
par le carnage auquel elle a assisté. Elle n'a pas subi de blessures corporelles, mais l'horreur de cette expérience traumatisante a évidemment marqué son esprit. Pour vous parler un petit peu de l'endroit en lui-même, la Combe d'Ir est une zone vraiment très belle. On a beaucoup de montagnes, on a beaucoup de forêts et ça s'étend sur des communes comme Chevaline ou Doussard. Des localisations qui sont vraiment connues pour le tourisme autour, du moins sur les rives du lac d'Annecy. On a vraiment une atmosphère paisible, parfois même on peut dire mystique, féerique, qui fait vraiment en sorte que jamais rien ne se passe là-bas, qu'on est vraiment sur des endroits de vacances, des endroits positifs et vraiment ce massacre a créé une grosse zone d'ombre par rapport à toute cette histoire. Pour vous parler de la route sur laquelle ont été retrouvées les victimes, c'est la seule voie d'accès qui permet d'explorer cette région. Cependant, cette route se termine en impasse après environ 12,7 km et on a un simple sentier forestier, inaccessible aux véhicules. Donc, les voitures doivent obligatoirement stationner dans le petit parking qui dispose d'une dizaine de places qui sont d'ailleurs pas du tout limitées. On a aussi un panneau d'interdiction qui marque clairement la fin de l'usage routier et qui empêche toute circulation. Du coup, moi je suis désolé, mais je trouve qu'il y a des questions qui se posent. Est-ce que les personnes ou la personne qui a commis ces crimes était en voiture? Est-ce que la personne était à pied? Est-ce que la personne était un peu plus loin et a visé? Je sais pas. Et honnêtement, vous allez voir que l'enquête, c'est vraiment un casse-tête et d'ailleurs, il y a eu plusieurs enquêtes. Mais au moins, vous avez toutes les informations par rapport à la scène de crime, à qui a été retrouvé comment, qui a subi des blessures et lesquelles. Donc j'espère que ça peut permettre un petit peu de mieux éclairer ce qui s'est passé. On va se concentrer sur la famille. Maintenant, je vais vous parler de la famille Al-Hili, de qui ils sont et étaient, comment ils se sont rencontrés, les relations, etc. etc. On remonte beaucoup de temps en arrière pour nous aujourd'hui, mais pour la faire 30 ans en arrière. Dans les années 70, la famille Al-Hili est une famille bourgeoise, bien établie dans l'élite de Bagdad en Irak. On a le père du coup de Saad qui s'appelle Kadim, qui est à la tête de plusieurs usines irakiennes et qui est vraiment un homme avec une vie prospère. Malheureusement, avec l'arrivée au pouvoir de Saddam Hussein, le frère de Kadim est victime de torture et donc ça pousse Kadim à fuir ce régime. En 71, sa femme et lui et leurs deux enfants, donc Saad et Zaïd, retenez ce nom, on va en reparler après, décident d'émigrer au Royaume-Uni. Là-bas, ils s'installent dans le quartier prestigieux de Pimlico, en plein cœur de Londres. Et donc, on a une nouvelle vie qui commence, une vie britannique, loin des menaces qui pesaient sur eux en Irak. En 84, après plusieurs années de travail acharné, la famille devient propriétaire d'une maison dans la Surrey pour une somme de 60 livres sterling. C'est une maison qui semble modeste pour l'époque, mais qui prend de la valeur au fil des années jusqu'en 2012, où elle a une estimation de plus d'1 million de livres. Vous allez me dire, Rudy, pourquoi tu parles de ça? Croyez-moi, tout a un sens. Je pense que ce meurtre, vous allez le voir dans les théories, pourrait être lié à l'argent. Kadim, le père de Saad, décède en août 2011 dans des circonstances qui sont encore floues aujourd'hui. Il séjournait dans une de ses propriétés de Malaga en Espagne et les conditions de son décès n'ont jamais été totalement élucidées. Donc je trouve qu'on a déjà une histoire familiale assez mystérieuse. L'aîné de ses enfants, donc le frère de Saad, qui s'appelle Zaïd, est décrit comme un jeune homme sérieux et réservé. Il a suivi des études de comptabilité et il a ensuite travaillé comme responsable financier pour le Buried Group, un groupe prestigieux qui possède plusieurs terrains de golf, mais aussi des biens immobiliers. Encore une fois, on est sur quelqu'un qui a vraiment réussi à joindre les deux bouts. Zaïd, il a toujours mené une existence discrète, professionnelle également. Il est vraiment très carré et il n'a jamais voulu être mis sous le feu des projecteurs. Saad, qui nous intéresse ici, le fils cadet, lui, est né en 62. Et il est quand même plus dynamique et plus charismatique que son frère. C'est quelqu'un qui est passionné par la mécanique, le vélo, et il a poursuivi des études dans ce domaine. Il arrive à avoir 2 diplômes universitaires, un en ingénierie mécanique, l'autre en informatique, et tout ça à l'université Kingston.
Il a réussi à avoir la naturalisation britannique en 2002 et il est devenu un designer en ingénierie et ensuite il a fondé sa propre société, Stitch, j'ai eu du mal à le dire, mais Stitch, et c'était le seul actionnaire. Il a quand même son frère qui est autour de lui parce que lui c'est le secrétaire et il détient la signature administrative de la société jusqu'au 27 février 2011, date à laquelle la femme de Saad reprend ce rôle, donc Iqbal. Et justement, pour parler d'Iqbal, sa femme, elle a une histoire un peu plus séparée, mais je vais vous raconter ça tout de suite. Iqbal, au moment de sa mort, était une dentiste de 47 ans. Elle aurait rencontré son mari en 2003 lors de vacances à Dubaï. Elle est aussi d'origine irakienne, mais elle vivait en Suède avec sa famille avant de rejoindre Saad en Grande-Bretagne. Vous l'avez compris, leur union donne naissance à 2 filles, Zeynab et Zena, respectivement 7 ans et 4 ans. Mais le passé de Iqbal est un peu complexe et je trouve que c'est lié au... Enfin, selon moi, ça pourrait être lié au crime. Entre 1999 et 2001, elle a séjourné aux États-Unis sous le nom de Kelly et elle a rencontré un homme qui s'appelle James Thompson Dudley. C'est un entrepreneur en bâtiment et elle l'a rencontré grâce à des amis irakiens. Elle se marie avec lui, mais le divorce a été sonné 2 jours après le mariage. Très étrange. On a aussi appris que James Thompson est décédé d'une crise cardiaque au Mississippi le 5 septembre 2012, quelques heures après le massacre de Chevaline. Alors, c'est très étrange, vous allez me dire, ça peut être le hasard, ça peut être beaucoup de choses, mais excusez-moi, c'est quand même super bizarre. Étonnamment, aucune autopsie n'a été pratiquée sur son corps et il est enterré dans sa ville natale de Holly Springs malgré les doutes de sa sœur quant aux circonstances de la mort. Il y aura une partie théorie à la fin de la vidéo, mais franchement n'hésitez pas juste à mettre pause et à me dire un petit peu ce que vous pensez au fur et à mesure des choses. Moi je répète, je suis désolé, mais je trouve ça très étrange que toute la famille soit tuée, que Saad prenne plus de balles que Iqbal et que la maman de Iqbal, et que comme par hasard, juste après, James Thompson est aussi retrouvé décédé d'une crise cardiaque sans autopsie. Je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de choses autour d'Iqbal, c'est mon avis, j'attends le vôtre. Alors là, je vais vous parler du début de l'enquête française, parce qu'il y a une enquête en France et il y a eu une enquête en Angleterre, donc je vous raconte. L'enquête sur le massacre de la famille Al-Hili a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Chambéry, en collaboration avec l'Institut de recherche criminelle au niveau national. Ces 2 entités spécialisées ont mis en place une équipe d'experts afin d'essayer de percer le mystère autour de ce crime très violent. Dès le 7 septembre 2012, on a 2 informations judiciaires qui ont été ouvertes qui a désigné, enfin du moins le procureur de Haute-Savoie a désigné les chefs d'accusation d'assassinat et de tentative d'assassinat vu que les petites ont pu miraculeusement survivre. Le procureur a également donné ses affaires, enfin cette affaire mais les plusieurs chefs d'accusation, à 2 juges d'instruction, Michel Molin et Christine de Cureys, qui sont les 2 des juges d'instruction de Annecy, pour superviser l'enquête très complexe par rapport à ce dossier. Ces juges ont pris une décision importante. Ils ont émis une commission rogatoire auprès de la justice britannique. C'est donc une démarche qui avait un réel objectif, celui d'étendre l'enquête au Royaume-Uni pour effectuer des perquisitions dans la famille des Al-Hili, interroger les proches des victimes, vraiment avoir une collaboration main dans la main entre la France et également le Royaume-Uni. C'est pour ça qu'on a eu une enquête au Royaume-Uni, mais j'y reviendrai après plus en détail. Le but, c'était vraiment d'évaluer d'éventuels liens avec la famille et explorer toutes les pistes possibles sur le territoire britannique. Le procureur a pris en charge la communication de cette affaire, elle a été extrêmement médiatisée et en fait, il a réussi à faire en sorte de ne pas qu'on fasse une sorte de propagande autour de l'affaire, à donner des théories qui n'ont ni queue ni tête finalement et qui pourraient impacter les proches, la famille et les filles qui elles sont toujours vivantes et qui je pense malgré tout devaient suivre directement ou indirectement ce qui se passait. Ça me fait d'ailleurs penser assez rapidement à l'affaire Delphine Jubilard qu'on a traitée il y a pas longtemps sur la chaîne si elle vous intéresse, où à l'intérieur on a vu justement que les médias se sont un peu trop emparés de l'enquête et qu'on a eu quand même des théories assez loufoques qui n'ont jamais été vérifiées encore aujourd'hui. Mais bref, le procureur, il a pris soin de ne divulguer que des informations factuelles et
Vérifier pour éviter toute spéculation. Une approche qui, je trouve, permet de garder l'intégrité de l'enquête tout en assurant aussi une transparence par rapport à la population et aux médias qui, eux encore, étaient choqués de ce qui s'est passé à cet endroit surtout. Cependant, 1 an après le massacre, les autorités n'ont toujours pas retrouvé les passeports du couple Halili. Ça reste encore aujourd'hui un mystère dans l'affaire et l'absence de ces documents, en fait, qui sont extrêmement importants, c'est troublant. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas les documents? Est-ce que le but est de cacher des éléments? J'en sais rien. Mais du coup, on a toujours de nombreuses questions sur les circonstances et les motivations du crime. Le 4 novembre 2013, une étape importante est franchie parce que la gendarmerie diffuse un portrait robot d'un motard qui est suspect et qui aurait été aperçu à proximité de la scène de crime. Ce portrait décrit un homme portant une petite barbe et un casque de marque GPA, qui semblait jouer un rôle essentiel dans cette affaire. C'est un élément qui peut sembler anodin, mais qui, je trouve, représente l'un des rares et seuls indices que disposait l'enquête à ce moment-là. Et cette diffusion avait pour but de solliciter l'aide du public afin d'identifier cet individu dans l'espoir qu'une nouvelle piste émerge. Donc soit on l'identifie et on reste sur ses côtes, soit on se rend compte que non. L'enquête, elle continue de se développer, on a de nouvelles questions et de nouvelles théories. Les autorités françaises et britanniques ont donc mis en place une coopération étroite et malgré toutes les discussions qu'ils avaient, malgré tous les efforts qu'ils ont faits, la vérité n'était pas trouvable. On ne trouvait rien. On a donc également interrogé les filles. Zeyna, la plus jeune des 2 filles, a été entendue par les enquêteurs. Mais son témoignage a été limité parce qu'elle avait un très jeune âge et la façon dont elle s'était cachée dans le véhicule, on se rendait compte qu'elle n'a pu percevoir que des sons. Elle n'a pas vu grand-chose. Elle n'a pas été en mesure de fournir des informations sur ce qui s'est passé. Par contre, Zeynab, l'aînée de 7 ans, bien qu'elle a été grièvement blessée et témoin direct du massacre, elle a dû attendre que son état se stabilise avant d'être auditionnée. Et malheureusement, après son audition, aucun détail n'a été obtenu. Elle a mentionné la présence d'un seul homme avec une peau blanche, ce qui a renforcé l'hypothèse que seul un tireur serait responsable des meurtres, hypothèse qui a déjà été soutenue par l'expert balistique et tout ce qu'on a eu jusqu'ici. Et c'est pour ça que du coup, encore une fois, ça renforçait potentiellement la théorie du motard. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai même pas parlé de l'enquête balistique, je vous la dis tout de suite. On a pu établir un lien direct entre l'arme du crime et les victimes. Les enquêteurs ont déterminé que les 3 membres de la famille et Sylvain, le cycliste, ont été tués par des balles de calibre 7,65 x 21 mm. Ces balles proviennent d'une même arme, d'un même type d'arme, un pistolet semi-automatique, une arme qui est utilisée par l'armée suisse jusqu'aux années 1960. Ce qui est assez étrange, c'est que c'est pas une arme qui est régulièrement utilisée par les tueurs à gages, mais c'est plutôt un modèle rare qui est souvent détenu par des collectionneurs. Cette découverte a donc posé plein de questions, en particulier en raison du grand nombre d'étuis retrouvés sur les lieux du crime. On a eu 25 étuis de balles au total. Sachant que le chargeur de ce type d'arme contient au maximum 8 cartouches, ça suggère que le tireur avait initialement chargé son arme avec un chargeur plein et une cartouche déjà prête avec lui. Après avoir tiré 9 balles, il aurait rechargé son arme successivement avec 2 autres chargeurs et donc il aurait pu en tirer 25 au total. Donc, le tireur a dû manipuler de manière habile l'arme pour extraire et insérer les nouveaux chargeurs et ça montre qu'il avait une certaine dextérité et surtout une certaine compétence avec ce type d'arme qui peut être facilement acquise mais qui reste un détail important dans l'enquête. Surtout que comme je vous l'ai dit, on est sur un type d'arme qui n'est pas du tout d'habitude ce qu'utiliserait un tueur à gages mais on est vraiment sur une collection. Quand il n'a plus de balles, donc quand la 25e balle a été tirée, il a essayé d'achever Zeynab, la fille aînée, en la frappant violemment avec la crosse de son arme. C'est un détail qui est macabre et qui, encore une fois, fait poser beaucoup plus de questions. Est-ce qu'il ne voulait pas qu'elle soit au courant de quelque chose? Est-ce qu'il voulait vraiment l'achever? Je sais pas. Moi, je me dis que vu qu'elle a été témoin de la scène, il voulait faire en sorte qu'elle soit décédée et je pense qu'il n'avait même pas conscience que Zeyna était dans la voiture. Donc, est-ce qu'il connaissait la famille?
Je sais pas non plus. Il y a vraiment beaucoup de questions. J'ai aussi vu à travers les enquêtes que ce type d'arme, c'était un type d'arme qui, comme je vous l'ai dit, était rare et était un objet de collection pour les personnes qui avaient des armes. Donc on a vu plus tard que ce modèle peut aussi être retrouvé au Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Russie, Brésil. Mais j'ai vu sur Wikipédia, je crois, et sur un article qui, pareil, parlait de l'arme, que il était possible qu'elle ait été transmise en fait de génération en génération et que par conséquent, on pouvait avoir l'hypothèse de quelqu'un qui aurait vécu dans la région et qui aurait décidé de massacrer cette famille. Mais encore une fois, je pose la même question, pourquoi ? Les enquêteurs, surtout ceux qui étaient dans la section de recherche de Savoie, ont considéré que la piste de l'arme représentait probablement l'un des derniers espoirs pour remonter jusqu'au propriétaire. Ils ont collaboré avec les autorités suisses, parce que comme je vous ai dit, on est sur une arme de l'armée suisse, et ils ont intensifié leurs efforts pour retracer l'origine. Malheureusement, malgré cette piste prometteuse, le chemin vers la vérité reste semé d'embûches, et on n'avait rien, on n'a jamais rien trouvé. Le temps aussi continue de jouer contre les autorités, on a de plus en plus de questions, mais nous avons surtout des pistes qui se dégagent. Alors là, je vais vous parler des différentes pistes qu'il y a eu avant de vous parler de l'enquête anglaise. Donc, je vous raconte, on commence par la piste du mystérieux motard. Au début de novembre 2013, les enquêteurs ont donc mis en ligne ce portrait robot. Par rapport au motard et au portrait robot, on a eu un tournant en 2014, le 18 février, parce qu'un ancien policier municipal de 48 ans, Eric, collectionneur d'armes vivant en Haute-Savoie, a été placé et mis en garde à vue parce qu'il, malheureusement pour lui, cochait toutes les cases. Il a été suspecté d'avoir un lien avec le meurtre, mais après plusieurs jours d'enquête, des tests ADN, il a été relâché. Son ADN ne correspondait pas du tout à celui retrouvé sur la scène de crime, mais même si son implication a été écartée, l'information a fuité dans les médias et donc on a eu énormément de conséquences dramatiques pour lui. Il a perdu son ancien emploi suite à cet acharnement médiatique. Finalement, l'enquête a permis d'identifier le réel motard grâce à l'analyse de données de 4000 téléphones. En février 2015, il est entendu par les gendarmes, mais après des vérifications poussées, les deux juges, Michel et Christine, ont conclu qu'il n'était pas impliqué. Le motard en question était un chef d'entreprise de la région Rhône-Alpes, connu et respecté dans son milieu, et en fait il était juste venu faire du parapente avant de rentrer chez lui. Ces vérifications perso et pro ont permis de l'exclure de l'enquête et donc on retombe à zéro. Alors que franchement la piste du motard, pour moi, quand j'ai fait mes recherches, c'était vraiment celle qui allait pouvoir donner plein d'informations. Ça paraissait si logique, surtout en vue de la route, etc. Je sais pas, pour moi ça paraissait ultra logique, mais du coup, non. Une autre piste importante est celle du véhicule 4x4 dont je vous ai parlé tout début. Un témoin passionné de voitures a signalé la présence d'un 4x4 qu'il aurait croisé sur la route forestière et c'est William qui aurait croisé ce véhicule. Le véhicule en question avait le volant à droite, ce qui laisse penser que le conducteur aurait pu être britannique. C'est une hypothèse qui est renforcée par le fait que les 3 victimes sont elles-mêmes britanniques. Donc est-ce qu'on est sur un règlement de compte, sur quelque chose qui est par rapport à de la jalousie? J'en sais rien. Malheureusement, on n'a pas eu de nouvelles avec ce 4x4. Autre hypothèse explorée par les enquêteurs est celle d'un tueur fou, d'un tueur déséquilibré qui pourrait potentiellement être aussi un collectionneur d'armes. Piste également envisagée en raison de plusieurs facteurs, l'absence de mobile clairement identifiable à ce moment, la violence extrême du crime et aussi le nombre inhabituel de munitions. Je vous rappelle qu'il y en a eu 25. Et donc, ça pourrait écarter l'idée d'un tueur professionnel parce que les meurtres semblent plus méthodiques. Cependant, je vous rappelle quand même que l'homme qui a commis ce crime savait très bien utiliser une arme. Donc, je sais pas. On a aussi eu une coïncidence assez troublante, celle du décès de Monsieur Thompson, le premier mari d'Iqbal, qui est survenu le 5 septembre, le même jour que le meurtre. Lui, c'était un ancien policier américain. Comme je vous l'ai dit, il est décédé d'une crise cardiaque subite, même si on n'a jamais eu de preuves, on n'a jamais eu d'autopsie, on n'a rien eu. Et quelque chose qui a été très bizarre, c'est que du coup, l'enquête elle a pu se passer et on s'est rendu compte que Iqbal Halili aurait caché ce premier mariage à son époux Saad. Et je vous rappelle qu'elle se faisait appeler Kelly. Donc peut-être qu'elle avait une double vie assez dangereuse. Un juge d'instruction d'Annecy a demandé l'exhumation du corps de Monsieur Thompson avec l'accord du FBI
pour vérifier. La famille, elle, a refusé cette démarche et malgré l'aspect énigmatique de cette coïncidence, eh bien on n'a rien eu pour faire avancer l'enquête. En juin 2014, on a l'hypothèse d'une implication d'un ancien légionnaire qui a refait surface après son suicide, qui a attiré l'attention dans les médias. C'est un homme qui vivait à Ugine et qui connaissait Sylvain, qui a été auditionné par les gendarmes, mais malheureusement, il n'a pas été mis en cause et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, il a mis fin à ses jours. Mais dans une lettre qu'il a laissée avant sa mort, il avait exprimé un mal-être en disant qu'il se sentait accusé à tort et qu'il n'arrivait plus du tout à supporter ça. Encore une fois, moi je trouve qu'on voit aussi l'impact que ce genre de massacre et de crime peut avoir sur absolument tout le monde. Dernière piste qui a été mise en avant de parler de l'enquête anglaise, c'est celle de l'arrestation d'un collectionneur d'armes, mais là on est un petit peu plus loin, on est en 2017. Un homme d'origine sud-africaine a été arrêté dans les environs de Chevaline dans le cadre d'une affaire totalement distincte, mais pour trafic d'armes anciennes. Son interpellation a eu lieu près de la scène du crime, mais le procureur d'Annecy a précisé qu'il n'y avait aucune preuve pour établir un lien entre cet homme et la tuerie. Mais étant donné que c'était un ancien collectionneur d'armes, enfin un collectionneur d'anciennes armes et qu'il a été arrêté à proximité de la scène du crime, ça a été une piste, mais aucun lien. Enfin, la dernière chose qu'on a eue, c'est en janvier 2022, on a eu un nouveau rebondissement avec la mise en garde à vue d'un motard qui a été interrogé en 2015. Donc rappelez-vous, je vous parle du motard portrait robot, est-ce qu'on se rappelle ? Il avait été écarté de la liste des suspects, mais cette nouvelle garde à vue a eu pour objectif de vérifier l'emploi du temps de cet homme, probablement pour recueillir des nouvelles informations. Cependant, après une nouvelle journée d'interrogatoire, il a été libéré et on n'a eu aucune charge contre lui. Donc vous le voyez, malgré des années écoulées, l'enquête sur cette tuerie suscite toujours des vérifications assez régulières. Je pense même que les policiers sont actuellement encore dessus et ils essayent de résoudre cette affaire. Mais comme je vous l'ai dit, on a eu une enquête également au Royaume-Uni et je tenais évidemment à vous en parler. L'enquête sur la tuerie a effectivement pris une dimension internationale, comme je vous l'ai dit, entre la France et le Royaume-Uni, le 13 septembre 2012. On a eu un des deux juges qui s'est rendu à Londres pour aider l'enquête. En parallèle, on a aussi une équipe de gendarmes françaises qui s'est rendue à Claygate en Angleterre pour perquisitionner la maison. La perquisition, elle débute. On a eu une fausse alerte à l'explosif qui est survenue le lendemain. Très étrange, mais l'enquête, elle s'est poursuivie avec la saisie d'une quantité astronomique de documents. Les documents ont été analysés et les résultats n'ont pas permis de faire avancer l'enquête. On a quand même eu plusieurs pistes qui ont été mises en avant. On a eu la piste d'un différend familial entre Saad et Zaïd, donc son frère, concernant l'héritage de Kadim. Je vous l'ai dit, un homme fortuné. On a cette hypothèse qui a été prise en compte, mais on n'a aucune preuve concrète qui permet de la confirmer. Mais je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Une autre piste se concentre sur la carrière professionnelle de Saad, qui travaillait dans le domaine de l'aéronautique et de l'ingénierie. En tant que consultant pour les entreprises, il est possible que des intérêts commerciaux aient été en jeu et donc ça aurait pu attirer des convoitises et conduire à un crime. Encore une fois, l'argent, mais une hypothèse qui n'a pas, encore une fois, abouti à des éléments probants. Une autre théorie a été celle d'un vol de voiture qui aurait mal tourné et ça repose sur le fait que le moteur de la voiture était encore en marche lorsqu'elle a été retrouvée. On a aussi des tentatives de vol de voiture qui ont été signalées dans la région et donc ça a alimenté cette piste et ça c'était vraiment du côté britannique qu'ils ont eu cette piste. Donc en gros ce qu'ils se disent c'est que peut-être que le tueur a voulu voler la voiture, mais personnellement moi je me rappelle surtout du nombre de balles, de la manière dont ça a été fait et de la manière dont les personnes ont voulu s'acharner la personne a voulu s'acharner sur cette famille. Je pense pas que ça soit pour un vol de voiture. En tout cas, voilà, très court, très concis, mais c'est ce qui s'est passé au niveau Angleterre, et parce que je vous ai raconté tout le reste. Je termine cette affaire vraiment casse-tête avec une partie théorie. L'enquête sur la tuerie de Chevaline, bien que menée avec des moyens considérables, a connu de nombreux rebondissements. Mais elle est restée sans résolution claire. En 2017, après 5 ans d'enquête, la procureure d'Annecy a indiqué que le dossier comportait une centaine de volumes et que l'enquête était en veille permanente au point mort.
L'affaire a aussi suscité de nombreuses spéculations et théories et je voulais quand même vous en parler, même si on en a eu déjà beaucoup. On a eu l'impact médiatique de cette affaire qui a eu une couverture intense en France et au Royaume-Uni et on a même François Hollande qui a été en visite au Royaume-Uni et qui a dit qu'une enquête approfondie serait menée. C'est ce qu'il avait dit au Premier ministre britannique. On a eu des publications de photos sensibles de la scène de crime qui ont provoqué des polémiques. Dans les médias, il y a eu la diffusion de ces images qui ont été de base dans les dossiers d'instruction qui montraient le véhicule, le corps des victimes de Sylvain qui ont été mises, mais sans aucun flou, sans rien, sur les médias. Évidemment, ça a fait vraiment un énorme scandale et je peux le comprendre. Et malgré l'attention médiatique et les enquêtes et tout ce qu'il y a eu, c'est une affaire qui reste non résolue. On a eu un dernier impact qui a été en 2022 quand on a eu l'affectation d'une nouvelle juge, Sabine Kéris, par rapport au dossier Cold Case en fait de Nanterre et elle a du coup mis son nez dans cette affaire. Cette évolution est intervenue après plusieurs années de stagnation. Un nouvel élément a donc émergé, elle a vu un ancien militaire qui possédait des compétences spécifiques et techniques en tir et elle a voulu réexaminer le dossier et essayer de comparer ça avec cet homme. Donc l'équipe se sont reconcentrés sur la scène de crime avec plusieurs particularités. On a vu que cette tuerie a été très rapide, on a vu qu'elle a été très précise. En l'espace de 60 à 90 secondes, le tireur a tiré 21 balles avec son pistolet. Le fait que le tireur a pu tirer avec une telle rapidité et aussi dans un temps très court suggère qu'on est sur un individu qui avait forcément eu une formation militaire avancée. Donc cette piste, la piste d'un potentiel ancien militaire qui est très bon en tir, est quelque chose qui est aujourd'hui mis en avant et on essaye de réexaminer tout ça pour avoir la clé de ce mystère et c'est pour ça que cette affaire refait parler ces dernières semaines, c'est parce qu'on est vraiment sur la recherche de cette nouvelle piste. Mon avis et ma théorie par rapport à cette affaire est que je pense deux choses. Premièrement, c'est soit à cause de l'ancienne vie de Iqbal, le mari en Amérique, peut-être qu'il y a une question de jalousie, de quelque chose, j'en sais rien, mais je me dis qu'elle s'est fait appeler Kelly, qu'elle avait littéralement une seconde vie, et surtout qu'on a beaucoup de zones d'ombre par rapport à la crise cardiaque de Monsieur Thompson, le fait qu'elle n'en ait jamais parlé à Saad, je sais pas, je trouve que c'est un peu étrange. La deuxième théorie à laquelle je crois est l'argent. Pour moi, on est sur une famille qui avait beaucoup d'argent. Le père est décédé avec une certaine fortune et ça peut faire des envieux. Soit à l'intérieur de la famille, soit à l'extérieur. Mais dans tous les cas, ça peut faire des envieux. Vous me direz quelle est votre théorie ? L'affaire de Chevaline reste l'une des plus complexes et troublantes de l'histoire criminelle récente. Bien que de nombreuses pistes aient été explorées, du conflit familial à l'espionnage industriel, le mystère est encore là. Les récentes découvertes, comme la piste d'un tireur expérimenté, ouvrent de nouvelles possibilités. Mais la vérité reste encore très floue. La famille des victimes et les enquêteurs continuent d'espérer qu'un jour, nous aurons toutes les réponses aux questions et nous pourrons comprendre ce qu'il se passe. Mon soutien va évidemment à la famille et aussi aux deux petites filles qui aujourd'hui ont grandi et qui, je pense, restent avec des questions sans réponse. Voilà tout le monde pour cette nouvelle affaire. J'espère sincèrement qu'elle était inédite pour vous et qu'elle a pu regrouper toutes les informations possibles pour vous aider à mieux comprendre. N'oubliez pas de liker et commenter si vous voulez nous soutenir avec l'algorithme YouTube et surtout de partager la vidéo si jamais vous voulez la faire découvrir à d'autres personnes par rapport surtout au fait que c'est toujours irrésolu. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez nous soutenir et moi je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle histoire horrifique. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.